there, and we can have a great debate regarding that. And just give us a second, and I'm gonna try to have a connection with other people who are waiting for us, and I really want them to be at the same level as you guys. And merci beaucoup et bienvenue donc à notre spéciale émission de Jacques Roger Show. Et nous allons peut-être que l'émission d'aujourd'hui, on prendra peut-être minimum 45 minutes puisqu'on a des great sujets, des gros débats. Voilà, on va parler de beaucoup de choses, des choses un peu controversées, mais, you know, we're definitely going to have to talk about it. If we're not doing it, that's mean we're not doing a job. And au milieu donc du spécial Assemblée générale donc des Nations Unies. Alors, nous allons commencer notre émission, ladies and gentlemen, avec notre pamphlet. On parlera beaucoup plus de Thiam à Washington DC, à Nuloto face aux critiques et le sondage qui fait donc basculer. Voilà, beaucoup donc d'interprétations, beaucoup de commentaires par rapport au sondage. Voilà, et là, voilà ça. Parler du sondage, je ne sais pas pourquoi ce sondage a fait grincer donc des dents. Tout le monde a demandé au RDR de venir RHCP, hein, d'aller faire aussi ce sondage. Moi, je ne comprends pas les gens. Hein. Ben, des fois, on fait pas là où il n'y en a pas. Hein. Moi, je fais mon sondage. Mais si tu es fâché, tu vas faire toi ton sondage et puis tu mets sur la place publique. Chacun commande le sondage. That's the way the democracy works. You know. Bah, arrêtez, passer tout son temps donc à critiquer donc l'incriticable, critiquer ce qui doesn't make any sense. We now moving forward. Yeah, let's move forward. J'ai commandé mon sondage, tu n'es pas du tout d'accord, mais tu commandes aussi toi ton sondage. C'est aussi clair que ça. Mais nous allons commencer avec le pamphlet que nous avons adressé donc à Madame Anne Oloto. Je crois que c'est le ministre de la fonction publique, je pense bien. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit qui est donc cadre donc du régime de M. Alassane, de M. Ouattara, ces derniers temps avec ses paroles remplies donc de haine, de phobie. Ils expriment exactement ce qu'ils pensent. Hein. Et ça commence à nous mettre un peu mal à l'aise. Il y a donc des paroles, cher ami, hein, qui dévoilent mieux que donc des livres entiers, j'allais dire, hein, et autres. Hein. Quand Anne Ouloto, cadre de devenir RHCP, hein, ose affirmer que donc les Baoulés qui aiment Oufo-Boigny ne peuvent jamais rejeter donc Ouattara. Voilà, les Baoulés qui aiment le président Oufo-Boigny ne peuvent jamais rejeter Ouattara. Ça veut dire quoi? Est-ce que je peux dire les ouais qui aiment le général Gueye ne peuvent jamais rejeter Pierre ou Paul? Ça dit que la facilité avec laquelle les gens parlent donc des Baoulés aujourd'hui, hein, ça me met réellement mal à l'aise. Vous comprenez? Cette phobie qu'ils expriment, en réalité, montre la haine qu'ils ont contre moi d'être des ethnies, et ce n'est pas bien. Ce n'est pas donc une simple opinion, cher ami. C'est donc la preuve éclatante que le pouvoir, après avoir échoué à convaincre par donc, des projets de société, n'a plus d'autre âme que de pics ethniques et des divisions donc identitaires. Ils sont tellement forts. Ils sont venus au pouvoir grâce aux divisions identitaires, en nous faisant croire que les nordistes étaient donc persécutés dans ce pays. Personne n'aime les nordistes. Les musulmans ne pouvaient pas donc porter des bobos. Voilà le message qu'ils ont véhiculé pour véhiculer la haine, pour attirer donc l'attention des uns et des autres pour que une bonne partie donc de la population du Nord puisse les suivre. Comme je l'ai dit, c'est une haine et une phobie du peuple baoulé qui s'exprime. Donc depuis donc des années, hein, des dignitaires donc du régime de Ouattara ressassent, c'est-à-dire donc des mêmes rengaines. Pour eux, aucune autre ethnie, aucun autre baoulé ne sera donc au président du vivant donc de M. Ouattara ou bien de leur vivant. Voilà donc les obsessions. Voilà donc la peur. Il veut donc réduire hein, tout un peuple à celui donc du Fauboyer, père fondateur, et à un simple instrument électoral qu'on flatte, qu'on insulte, selon donc les circonstances. Madame Anne Loto, vous le savez mieux, cette dame que nous connaissons, elle a bien fait Boaké, elle a passé toute son enfance à Boaké. Elle a été passée même l'enfance et très heureuse à Boaké, à l'Air France 1 que nous la connaissons, puisque j'ai fréquenté un peu son frère Désiré Ouloto et autres, nous sommes allés à l'école ensemble, vous comprenez. Hein? Mais elle s'exprime dans cette terre de Boaké, hein, vous a tout donné, madame. Comment pouvez-vous aujourd'hui, hein, pour quelques dividendes politiques, contribuer donc à salir et à stigmatiser donc le peuple
qui vous a nourri et forgé, qui n'a rien fait. Derrière, vous voulez ce message, les gens nous diront qu'il n'y a rien. Non, ce message est plein. Quand vous écoutez que, comment il s'appelle, Mamadou Touré, vient s'asseoir, vous comprenez, pour dire, oh, vous savez, M. Thiam, parce que Thiam a dit, Besubao, Vejaole. La seule phrase a créé, si vous voulez, hein, la psychose au sein des MIRHP, jusqu'à le ministre qui vient dire, ah oui, Thiam parle baoulé. Ah oui, donc c'est-à-dire qu'un leader ne doit pas parler baoulé. Mais c'est clair là. Alors, parler baoulé, ça veut dire que vous êtes... En fait, jusqu'à preuve du contraire, cet esprit de phobie que ces individus ont contre le baoulé, je n'arrive pas du tout à l'expliquer. Oui, Thiam baoulé. Il parle baoulé, puis what? So what? Gbagbo ne parle pas BT. Thiam ne parle pas, comment on appelle ça, Ouattara ne parle pas son ethnie, c'est pas qu'elle est ethnie, c'est pas si il est malinqué, qu'on appelle ça, Mossi, Gouloussi ou quoi, je ne sais pas quelle ethnie il parle. Mais j'ai vu Ouattara parler un baoulé, une chose un peu ratée, mais j'ai déjà vu. On a tous les cas du RDR de venir arracher, qui parlent leur ethnie, hein, soit le Djoula, soit le Sénoufo, soit le Bambara et autres, et puis après. Donc, c'est un régime qu'on se retrouve dans une situation, hein, sans projet ni horizon. Qu'a-t-il encore à proposer donc aux Ivoiriens si ce n'est pas donc la division, la haine, la peur? Ah oui, on nous attaque partout. J'ai besoin de continuer donc mon mandat parce qu'on nous attaque de partout. Voilà un peu le message qu'on nous donne. Message pour diviser, pour mieux régner, vous comprenez. Faire croire que cette ethnie, l'ethnie étant parce qu'on n'a rien à proposer donc aux Ivoiriens, les gentlemen. Voilà, bref, un peu la situation que nous voyons avec le cas donc de Anne Ouloto. Et ce sont des flèches empoisonnées, vous comprenez. C'est un message qu'on donne au RDR de venir à Barrage. Un message contre les Baoulés. Le Baoulé qui ne vote pas Ouattara aujourd'hui, hein, ça veut dire que vous serez donc ostracisé. Vous allez donc avoir des sérieux problèmes. Vous pouvez même avoir des visites, on ne sait jamais. Vous comprenez? Voilà un peu la situation dans laquelle nous vivons avec ce régime qui n'a jamais cessé donc de manipuler Pierre ou Paul. Ils ont même osé offenser Thiam. Parce que Thiam a dit Besubao et Yaole. C'est une chanson OASU. Je comprends qu'il y a des nouveaux Ivoiriens qui ne comprennent rien dans ce pays-là. Nous, quand on était à OASU, là, on allait jouer le lycée classique. Là. Oui, c'est ça. Besubao, Bejaole. Lycée classique, Besubao, Bejaole. C'était une chanson d'ambiance. Le fait d'avoir dit ça, oui, mais oui, c'est un baoulé. Comme je l'ai dit, so what? Il est baoulé puis après. Ça, c'était le ministre Mamadou Touré. C'est un message pour dire, hey, nous avons combattu le serpent qui était donc le baoulé, on ne veut plus voir de baoulé encore au pouvoir. Voilà un autre baoulé qui arrive, combattons-le. Voilà en sourdine le message que Mamadou Touré faisait donc passer donc à X ou à Y. Et cela ne fait pas du tout, n'est pas bien. Alors, ce que je pourrais dire, donc, cher ami, hein, laissez les baoulés, laissez les ouais, laissez les agnis, laissez les autres ethnies tranquilles. Les Ivoiriens iront voter. Allez-y, battre votre campagne. Demandez aux Ivoiriens de voter pour vous avec un programme. N'allez pas donc stigmatiser d'autres régions, la région A, la région B, pour pouvoir donc gagner donc des voix. Pour moi, je pense que ça suffit à nous retour. Hein. Voilà un peu donc ces calculs politiciens. Ça a pratiquement assez duré. Donc, le peuple baoulé mérite paix, comprenez. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées depuis 2002, on ne veut pas nettement revenir sur ça, parce qu'en revenant sur ça, on se retrouve dans une situation vraiment j'allais dire, critique. C'est comme si aujourd'hui, moi je m'élève, je dis aux ouais qui soutiennent encore donc, le régime Ouattara, après donc avoir vu donc, leur religion donc, martyrisée, détruite donc, en 2002 et puis 2011, qu'ils sachent, voilà, qu'ils trahissent donc la mémoire donc, de leur souffrance. Soutenir donc les bourreaux, hein, c'est donc, j'allais dire, aveuglement politique et peut-être donner une inconscience historique. En le disant, est-ce qu'aujourd'hui, je ne vais pas directement m'attirer la haine de certaines personnes? Alors, allez-y donc dire à nous l'auto en choisissant donc l'ethnicisme. Vous avez donc trahi l'esprit donc de la Côte d'Ivoire, l'esprit donc de Fauboyens, une nation donc de paix et de dignité. Mais sachez-le, le peuple baoulé ou le peuple djoula, le peuple malinké, le peuple agni, le peuple bété, tout ça sont fiers et dignes et ne se laisseront jamais donc enfermer dans vos chaînes donc d'exclusion.
Voilà un peu, cher ami, avant donc de commencer notre émission, c'était la petite précision que je voulais donc faire. Alors, revenons un peu donc dans le cas donc de M. Thiam à Washington DC, et surtout, avant donc de parler du cas de M. Thiam, les gentlemen, revenons un peu sur le sondage qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Alors, le sondage d'opinion présidentielle, c'est quoi exactement? Disons, c'est une enquête réalisée donc par d'un échantillon représentatif. Voilà ce qui fait la différence entre un sondage, vous comprenez, et puis certainement donc les enquêtes que vous faites là. Ici, là, on choisit, par exemple, donc dans la population, on regarde dans la composition de la population ivoirienne. Vous comprenez? Politiquement, économiquement, socialement et autres. Et on s'est dit, tiens, au niveau donc de la population ivoirienne, c'est un exemple que je prends, hein, peut-être 10% sont, disons, RDR, 20% sont PDCI, 15% sont donc PPACI, vous comprenez? Donc, dans ce sondage, on fait en sorte que les gens qu'on va sonder, ça reflète un peu cette disparité, vous comprenez? Et puis économiquement. Donc, on choisit généralement entre 700 et 1500, des fois on peut aller jusqu'à 3000 personnes représentatives de la population et qu'on va interviewer. Vous comprenez? Voilà. Et quand on interviewe, on va faire donc des calculs. Calculs pour donner une idée. Je dis bien une idée. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Un sondage n'est pas une vérité d'évangile. Hein? C'est une idée pour vous permettre de mieux orienter votre campagne, bien d'avoir une idée. C'est ça un sondage. Vous comprenez? Donc, tout candidat peut commanditer donc des sondages. Parfois, les sondages sont un peu biaisés en fonction du candidat, de celui, du commanditaire. Mais le plus souvent, des instituts donc, de sondage font en sorte d'avoir un sondage correct parce qu'ils ont besoin d'avoir la crédibilité et ils ont besoin que les uns les autres viennent vers eux. Les sondages ont toujours très bien marché aux États-Unis, sauf depuis donc l'arrivée donc de Trump dans la politique donc ivoirienne, la politique américaine. Pourquoi? Parce que c'est comme aujourd'hui, hein, la majeure partie donc des Américains avant qui ne voulaient pas donc se faire passer pour des xénophobes et autres. Donc quand on leur posait donc des questions, ils préfèrent être évasifs. C'est comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Si vous allez poser des questions aux gens aujourd'hui, c'est qu'ils pensent du régime donc de Ouattara. Ils auront peur de vous dire exactement ce qu'ils pensent. Ils vont soit se taire, soit peut-être même au besoin me dire, ah oui, Ouattara fait une bonne chose, mais dans son fort intérieur, il sait que Ouattara ne fait pas une bonne chose. Vous comprenez? Parce qu'il a peur. Il n'a pas envie donc de subir certaines choses. Voilà ce qui peut compliquer parfois un peu donc le sondage. Mais le sondage, ça permet à celui qui commandite d'avoir une idée. C'est comme si au niveau donc du Jacques Roger Show, je vais savoir si les auditeurs apprécient le travail que je fais. Vous comprenez? Si je prends seulement ma sœur Baudon et puis ma sœur Rebecca, les deux vont dire certainement que je fais un bon boulot. Donc, si je suis un commanditaire de ce sondage, en prenant seulement les deux opinions, je risque d'avoir un mauvais sondage parce que mes deux sœurs la m'aiment tellement bien qu'elles vont certainement dire oui. Mais en prenant ce sondage, en faisant, voulant faire un bon sondage, je dois regarder, par exemple, les auditeurs du Jacques Roger Show. Je dis, bon, par exemple, ils sont 100. Je prends un exemple, 100. Et parmi les 100, il y a au moins peut-être 50%, bien 60% qui sont pour Jacques Roger. Il y a au moins 20% qui ne sont pas pour Jacques Roger et il y a au moins 30% qui sont donc indépendants. Donc le sondage que je vais prendre, c'est-à-dire si je dois prendre 10 personnes qui doivent voter, vous comprenez? Je prendrai donc les 10 personnes en fonction de l'échantillon que nous avons. C'est-à-dire au moins 20% qui seront donc qui seront contre moi, 30% qui seront donc indécis, et puis 60% qui seront donc pour Jacques Roger. Donc, j'ai un échantillon au moins de 10 personnes. Sur les 10 personnes, donc il y aura à peu près, disons, les 10 personnes, c'est souvent 6 personnes qui représentent, qui sont pour Jacques Roger, 3 personnes qui sont des personnes indécises, et puis il y aura donc 2 personnes. Donc, je fais un sondage et je pose des questions maintenant à ces 10 personnes. Et quand j'ai eu la réponse de ces 10 personnes, je fais des calculs. Et puis maintenant, j'ai dit, bon, tiens, après avoir fait donc mon sondage, il y a, disons, 50% des militants du Jacques Roger Show qui aiment le show. Vous comprenez? 20% qui n'aiment pas le show. Il y a peut-être 30% qui disent on aime, mais vous comprenez. Voilà comment un sondage fonctionne. Ce n'est pas
une vérité absolue. Vous comprenez? Mais ça vous donne une idée. Ça vous donne une idée. C'est clair. Alors, donc, faire des discours autour de ça, que Thiam a fait ceci, on s'est dit qu'on a fait tellement de villageois certainement dans ce pays-là, ou bien des gens incultes qui ne se forment, qui ne s'informent pas. Et quand c'est comme ça rend un peu donc les débats un peu beaucoup plus compliqués. Donc, si vous voulez, donc c'est un échantillon, comme j'ai dit tout à l'heure, représentatif de la population afin de mesurer les intentions donc de vote. Voilà. Donc, au niveau donc, du Jacques-Roger Chaud, ici, j'ai regardé, je vois déjà la population, j'ai une opinion déjà représentative du Jacques-Roger Chaud. Donc, si je dois interviewer 100 personnes, puisque je sais au moins 60% sont pour Jacques Roger, je prends au moins 100 personnes, je prends 60 Jacques Roger. Vous comprenez? Alors, il y a 20 personnes qui sont contre Jacques Roger, je prends donc 20. Et sur les 60, il y aura 20 personnes qui seront contre Jacques Roger. Et puis, à peu près 60, il reste combien encore? Voilà, il doit rester peut-être 20 encore. Bien, voilà, 20. 20 qui sont des personnes indécises. Donc, je les prends. Donc, les 100 personnes, je leur pose maintenant la question, qu'est-ce que vous pensez de la présidentielle de Côte d'Ivoire? Vous comprenez? Est-ce que vous voulez, ou bien est-ce que vous pensez que M. Ouattara devrait se présenter? Ou bien est-ce que vous pensez que M. Tidjane Thiam fait un travail aujourd'hui, fait un bon travail? Donc, tout le monde, ces 100 personnes, même avec un échantillonnage bien distingué, je leur pose la question. Et après, maintenant, il s'agit donc de faire donc des calculs et tout ça, des calculs de probabilité et tout. Et puis, bon, après, quand je finis, j'ai dit, bon, après, maintenant que le résultat, il y a 50% donc des auditeurs donc, du Jacques Roger Chaud qui pensent que M. Thiam sera donc un bon candidat. Il y a peut-être 10% qui pensent qu'il ne sera pas un bon candidat. Il y a peut-être 40% qui ne savent pas. Voilà comment un sondage fonctionne. Donc, faire des polémiques autour de ça, là, c'est parce qu'on n'a rien à faire. Maintenant, si je ne suis pas content, Thiam a commandité son sondage. Je ne suis pas content, mais moi aussi, je vais commanditer moi aussi le mien. C'est aussi clair que ça. Donc, cher ami, c'est donc la perception et les attentes donc, des citoyens vis-à-vis donc, à des candidatures à une élection présidentielle. Vous comprenez? C'est un peu ça, donc un sondage. Donc, tous les débats qu'on fait autour, et comme je l'ai dit, pour qu'il y ait des sondages, là, les caractéristiques du bon sondage, c'est un des sondages, c'est que je dis qu'il doit être représentatif. Comprenez? Ça doit être représentatif de la population. Dans ce sondage-là, quand je regarde aussi, c'est qu'on peut impliquer dans le sondage, au point de vue donc, de la population. Voilà pourquoi c'est ce qui rend un petit sondage un peu compliqué. Ça, là, j'ai fait le sondage en fonction donc, de la préférence donc, des auditeurs, mais aussi, je vais ajouter, vous comprenez, un caractère représentatif de la population. Donc, dans la population, disons que s'il y a 30% qui sont malinqués, donc dans l'échantillonnage, je dois avoir au moins à peu près au moins 30% de malinqués. S'il y a 40% qui sont à Caen, il faudrait au moins que j'ai au moins 40% donc d'Acan. Vous comprenez? S'il y a 15% qui sont donc BT, alors j'ai oublié comment on appelle le grand groupe de BT, comment on appelle ça? Oh, j'ai oublié le grand groupe de BT. Mes frères BT là vont se fâcher. J'ai oublié le grand groupe de BT. Donc, avec le grand groupe de BT, s'ils sont 15%, donc je dois avoir moins 15%, à peu près 15% des grands groupes de BT. Et des ouais, s'ils sont peut-être 5%, je dois avoir dans l'échantillonnage à peu près une proportion plus ou moins égale à 5%. Vous comprenez? Voilà, les crews, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, les crews. Voilà, donc les crews, ça c'est le groupe de BT. Voilà. Donc, c'est tout ça qui fait l'échantillonnage. Et en plus, dans l'échantillonnage, je dois ajouter, s'il y a 50% de la population qui est, disons, 40% de la population qui est musulmane, donc dans le sondage, je dois avoir à peu près au moins 40% de la population musulmane. Vous comprenez? S'il y a 40% de la population qui sont donc chrétiennes, dans l'échantillonnage, je dois faire en sorte qu'il y ait au moins 40% de la population donc chrétienne. Et s'il y a 20% de population, il y a 10% de population animiste, je dois faire en sorte qu'il y ait au moins 10% de population animiste et les 100 professions à peu près. Donc, vous voyez que c'est un échantillonnage qui est assez complet et qui donne une idée de la population ivoirienne. On ne va pas aller interviewer comment on appelle ça, les 30 millions de la population. Donc, c'est un échantillonnage bien collé qui nous donne l'impression, vous comprenez,
que nous avons, nous allons interviewer 1000 personnes, mais ces 1000 personnes représentent réellement les diversités, les groupes ethniques, les partis politiques et autres. Voilà ce qui rend un sondage coûteux et un peu compliqué. Donc, les grands instituts donc, de sondage, ils se basent au moins sur ces informations pour donner. Comprenez, cher ami? Donc, le sondage, cher ami, hein, ne peut pas interroger donc tout le pays. Voilà. Il repose donc sur un groupe réduit de personnes, souvent entre 700 et 3000 personnes. Ce échantillonnage doit être refléter donc la population en termes de sexe. Vous comprenez? En termes de sexe, ça dit l'âge aussi, ça aussi, il faut ajouter en termes de sexe, là, mais sexe et puis l'âge. Donc, dans mon échantillonnage, on sait que à peu près 60% donc, de la population ivoirienne, ce sont des jeunes. Donc, si je fais un échantillonnage, que je mets 70% de la population donc, de vieux, vous voyez que ce échantillonnage va me donner donc, des résultats qui seraient un peu contestés. Donc, au moins, dans l'échantillonnage, au moins 60% donc, des sondés doivent au moins être aux alentours, donc au moins 60%, minimum 60%. Vous comprenez? Et aussi le niveau d'études aussi dans le sondage. On ne va pas seulement interroger nos parents qui sont peut-être, je ne sais pas parce que j'ai quelque chose contre eux, hein, mais qui sont souvent dans les campements. Parce que la manière dont les gens réfléchissent dans les campements, ce n'est pas la même manière dont les gens réfléchissent en ville. Donc, si au niveau donc, de la population ivoirienne, 40% sont dans les campements, donc dans mon échantillonnage, je dois avoir au moins une idée, au moins à peu près 40% des personnes dans l'échantillonnage. Vous comprenez? S'il y a 50% donc, de citadins, donc dans mon échantillonnage, je dois avoir au moins 50% de citadins. Le niveau d'études et ensuite le milieu, comme je parle, rural et autres, ça. Voilà. Donc la méthode qui est donc connectée, le plus souvent le sondage peut se faire donc face à face. On peut inviter donc des personnes à poser des questions, mais le très souvent, ce n'est pas téléphone et pas mobile, ou bien l'Internet, vous comprenez, avec des appels, qu'on vous pose donc des questions. Et ce sont donc des questions posées, on pose donc des questions sur donc les intentions de vote. Là, par exemple, on peut vous poser la question, si les élections présidentielles avaient lieu aujourd'hui, hein, pour qui voterez-vous? Vous comprenez? Pour qui voterez-vous? Et on peut avoir une idée. C'est comme là, on peut même faire donc un échantillonnage qui sont là, hein, ceux qui sont déjà en ligne. Là. Alors, répondez, hein, si les élections présidentielles avaient lieu aujourd'hui, pour qui vous allez voter? Voilà, on peut avoir une idée de l'échantillonnage. Donc, cher ami, ce n'est pas trop pour vous emmerder, hein, mais pour vous donner une idée, pour expliquer un peu comment, disons, un sondage professionnel marche. Vous comprenez? Et ce sondage, ce n'est pas seulement politique. On peut avoir donc des sondages économiques au niveau de la sécurité, au niveau donc du chômage, au niveau donc de la santé, vous comprenez? Voilà. Et ensuite, quand on finit ça, il faut calculer donc la marge donc d'erreur. Vous comprenez? C'est pourquoi vous allez voir dans un sondage, on vous donne une marge d'erreur 1% ou bien 2%. Vous comprenez? Ça veut dire quoi concrètement? Si on doit prendre un exemple, si c'est 2%, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Alors, on fait donc les élections et puis on dit, bon, si les élections présidentielles avaient lieu aujourd'hui entre Diam Thiam et puis Alassane Ouattara, au deuxième tour, qui serait vainqueur? Selon donc le sondage que nous avons eu, c'est donc 57% pour Thiam et 43% pour Ouattara, avec une marge d'erreur plus ou moins égale à 2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les 57% de M. Ouattara, ça peut être 2% plus ou 2% moins. Je ne sais pas si vous me suivez. Quand on vous dit une marge d'erreur, c'est 2%. Donc, ça veut dire que ça peut être 2% plus, 2% moins. Mettons si c'est 2% moins. 2% moins, ça veut dire que M. Ouattara, au pire des cas, il aura 55%. Et M. Thiam, au pire des cas, il aura 55%. Et M. Ouattara, au pire des cas, il aura donc, au meilleur des cas, il aura donc 45%. Voilà comment ça fonctionne, plus ou moins. Et en plus, ce sondage peut être, ça peut être encore plus. Donc, M. Thiam ici, dans le meilleur cas, 57% plus 2, ça fait donc 59. Dans le meilleur cas, il peut avoir 59%. Et M. Ouattara, dans le pire des cas, on va diminuer encore 2, ce qui va lui donner au moins 43, on va diminuer, donc ça fait 41%. Donc, voilà comment les sondages fonctionnent. Donc, avec une marge d'erreur. Et parfois, on vous dit que les résultats que nous avons sont au-delà de la marge d'erreur.
et puis on peut proclamer que cette question gagnera. Ici, dans ce sondage, avec 2%, qu'on donne 2% plus à M. Thiam ou 2% moins à M. Thiam, il sort vainqueur. Vous comprenez? Donc, dans ce cas précis, on peut dire que M. Thiam, avec le sondage que nous avons, remportera donc les élections, puisqu'il est au-delà de la marge d'erreur. Donc, chers amis, voilà comment un peu le sondage fonctionne, et surtout les compagnies donc, de sondage. Il existe donc, si vous voulez, les compagnies de sondage professionnels existent. Et voilà pourquoi un sondage coûte relativement cher. Voilà, voilà un peu le petit point que je voulais donc faire par rapport à une explication, j'allais dire un peu théorique, comment le sondage fonctionne, vous comprenez? Alors, donc, un sondage est donc une photo en plus. Ce que je peux dire, c'est que c'est une photo instantanée, vous comprenez? C'est-à-dire aujourd'hui, je fais le sondage, ça peut me donner un résultat. Mais demain, en fonction de deux circonstances, ce sondage peut changer. Vous comprenez? Je vous donne un exemple. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous m'interviewez là, vous me posez la question, qu'est-ce que je pense de M. Ouattara? Vous comprenez? Au moment où je vous parle, je peux vous dire que M. Ouattara est un bon leader. Vous comprenez? Donc, dans le sondage, des résultats que je vais donner là, à l'instant T, M. Ouattara est un bon leader. Donc, cela peut nous donner au moins 60%, disons, je prends un exemple. Mais si demain, M. Ouattara commet une bêtise, c'est-à-dire que moi, mon opinion change. Quand vous allez me poser la question, je vous dirai que M. Ouattara est un mauvais leader. Donc, c'est-à-dire qu'à l'instant T où vous m'avez posé la question que j'ai dit, M. Ouattara est un bon leader, l'opinion peut changer. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi on vous dit que c'est une photo instantanée. Voilà. C'est-à-dire, c'est ce que nous voyons là, que nous donnons. Cela ne veut pas dire forcément que ça sera donc le résultat définitif. Hein? Voilà. Mais les choses peuvent changer, peuvent évoluer en fonction donc de la dynamique donc, du terrain. Excusez-nous, je crois qu'il y avait quelqu'un qui nous appelait, il faudrait qu'on essaie donc de choses. Hein? En fonction donc de la dynamique donc, du terrain. Donc voilà un peu, cher ami, un peu, pour ne pas être assez long, comment un peu un sondage fonctionne. Et comme je le dis, ça peut être des personnalités économiques ou politiques qui peuvent donc interviewer donc les uns et les autres. Alors, quelle est réellement donc l'utilité donc d'un sondage? Bon, ça peut nous permettre donc d'avoir de mesurer donc notre popularité, vous comprenez? Ça peut être un test donc des messages, ça peut nous donner une idée des choses et puis avancer donc dans notre campagne. Si je vais interviewer donc des uns et des autres qui nous disent, ah, tenez, monsieur Jacques Roger, il est mou, il est slow, son message, nous ne comprenons pas bien. Donc, après avoir fait donc, mon sondage d'opinion, j'ai une idée. L'idée me dit, ah, on dirait que la population pense que je n'articule pas bien mon message. Dès lors, je vais changer de message. Et parfois, on peut poser la question, qu'aimeriez-vous que Jacques Roger dise? La population peut dire, les sondés peuvent dire, on aimerait qu'il se focalise beaucoup plus sur les problèmes du moment. Vous comprenez? Ça me donne une idée. Donc, dès lors, je vais me focaliser sur les problèmes donc, du moment. Voilà comment un sondage fonctionne. Ce n'est pas une vérité d'évangile, mais ça nous donne une idée, une idée. Et le sondage est dynamique. Ça peut évoluer en fonction des circonstances, en fonction de la conjoncture et en fonction donc des réalités donc, du moment. Donc, bref, voilà un peu comment le sondage fonctionne. Comprenez? Comme ce ne sont pas donc une prédiction absolue, mais donc une estimation. Vous comprenez? Ils peuvent être biaisés par une méthode. Si la méthode est mal utilisée, si la formulation de la question aussi est très mal posée, les gens peuvent ne pas du tout comprendre la question. Donc, ils peuvent répondre autrement. Vous comprenez? C'est pourquoi un sondage, il faut être beaucoup plus explicite, que les gens comprennent bien ce que vous voulez dire. Et comme ça, vous pouvez donc avoir un résultat escompté. Donc, bref, un sondage présidentiel est un outil donc, de mesure, donc des intentions donc, de vote et donc des perceptions donc, de l'opinion publique. C'est donc une photo instantanée utile pour comprendre, cher ami, donc la dynamique électorale et aussi avoir donc une perception donc des réalités donc, du moment. Donc voilà, cher ami, un peu comment un sondage devrait donc fonctionner. Alors, est-ce que nous avons... nous reste encore du temps. Alors, dans le cas précis ici,
On parle donc du sondage du groupe Messina Group. C'est donc l'institut qui, très souvent, s'occupait donc des sondages du président Barack Obama. Donc, l'enquête a été donc réalisée et puis utilisée donc avant la décision du Conseil constitutionnel, qui a donc invalidé près de, disons, 65 personnes sur 55 personnes sur donc, les 60. Ainsi, donc, les candidats éliminés ont tous donc ont été même aussi testés. Donc, après avoir fait donc le sondage, voilà donc les résultats qu'ils ont prononcés. Ils disent qu'au premier tour, M. Ouattara aurait donc 38% des intentions donc, de vote, ce qui le place en tête, vous comprenez? Mais il n'aura pas donc les 50% plus 1 pour un coup KO, pour le taco Kelly. Voilà, donc il sera forcément obligé donc d'aller au deuxième tour. Et dans le sondage, et quand vous remarquez très bien avec, comment on appelle ça, 38%, M. Ouattara a besoin encore de 12%. 12%. 12%, ne pensez pas que c'est un petit chiffre. Hein? Admettons, si on prend l'exemple donc on se base sur la population, ceux qui vont aller voter au moins de 8 millions. 8 millions. 8 millions qui iront voter. 12%, 10% donc de 8 millions, ça nous fait, c'est ça, 800 000. Donc 12%, au moins, il aura besoin encore d'un million, c'est ça, non? À peu près, c'est ça, non? Yes. À peu près 1 million de personnes encore pour pouvoir gagner donc les élections présidentielles, ce qui n'est pas du tout donné, vous comprenez? Donc, M. Ouattara sera donc contraint d'aller au deuxième tour. Et en fonction des résultats de l'Institut Massina, M. Thiam vient en deuxième position avec 25%, suivi donc de Laurent Gbagbo, 18%, vous comprenez? Assalé Timoko Antoine, qui suit encore avec 6 ou 7%, vous comprenez? Et de loin, vous allez avoir Domelo qui vient avec 4%. Donc, quand vous regardez très bien, cher ami, M. Ouattara a certainement dû commanditer aussi, lui, son sondage. J'ose croire qu'il a fait cela, vous comprenez? Il a commandité dans son sondage. Donc, il a une idée claire de ce qui se passe. Donc, quand vous regardez, M. Assalé Timoko Antoine vient toujours en 4e position. En première position, ça dépend donc des sondages. J'ai vu des sondages où les gens disaient que c'était Gbagbo qui viendrait en 2e position, Thiam en 3e position, mais Assalé toujours en 3e position, en 4e position. Ce qui veut dire que les trois réunis ont à peu près 50% de l'électorat. Les trois réunis. M. Thiam qui vient à peu près avec 25%, M. Laurent Gbagbo qui vient à peu près avec 18 à 20%, M. Assalé Timoko qui vient après avec 6 ou 7%. Donc, quand vous prenez les trois ensemble, ils font à peu près au moins 50%. Voilà pourquoi les trois ont été écartés de la compétition, puisque M. Ouattara n'avait pas envie de compétir. Il n'avait pas envie de compétir avec des candidats qui n'ont pas trop de problèmes, des candidats qui défendent les intérêts donc, des Ivoiriens, bien candidats où les Ivoiriens pourront faire donc l'unanimité autour. Il a préféré mettre des candidats à problème. Vous comprenez? Comme ça divise l'opinion et ils ne pourront pas du tout faire l'unanimité autour. Les Ivoiriens ne vont pas du tout faire l'unanimité autour d'un candidat. Voilà, tout a été sciemment préparé. Vous comprenez? Comprenez? Donc, dans les sondages que nous voyons, vous voyez que M. Ouattara ne peut pas donc il n'a pas une vérité absolue. Awadomedo, qui vient donc en 5e position à 4%, Jean-Luc Billon à 2%, les Simon Gbagbo et tout ça, ils ont 2 ou 1%, vous comprenez? Voilà. Donc, M. Ouattara a envie de compétir avec des gens qui ont 2%, 3%, qu'il allait compétir avec quelqu'un qui a 25% et autres pour ça. Voilà un peu la lecture donc de ce sondage. Alors, quand je regarde, cher ami, ce sondage me paraît assez crédible. Ayant pratiqué et fréquenté donc les Ivoiriens, je sais comment ils pensent. La preuve, M. Ouattara, avant les élections de 2010, avait pensé qu'il était un monsieur intouchable. Le monsieur qui était tellement aimé par les Ivoiriens. Il se disait toujours qu'une élection, lui, Ouattara, il allait avoir minimum 60% de la population. Il était convaincu. Parce que ce que M. Ouattara n'avait pas compris dans le temps, c'est qu'au CET, il y a donc des centaines de milliers de personnes qui vont à ces meetings, qui les suivent. Mais la majeure partie, ce ne sont pas des électeurs. Il y avait beaucoup donc d'étrangers, beaucoup de Burkinabés, beaucoup de Maliens, de la CEDEAO, bref, qui allaient donc à ces meetings. Et ceux-là n'étaient pas donc des électeurs. M. Ouattara était surpris quand les élections ont été donc organisées dans des conditions de température et de pression, permettez-moi l'expression.
Et il s'est retrouvé, selon certaines statistiques, en 3e position. Vous comprenez? Il s'est retrouvé en 3e position, avec au moins 25%. M. Henri Conan Bédier, selon donc des calculs, il était donc en 2e position. Lui-même, il a été clair, on m'a retiré donc 6 000 voix pour que je sois au 2e tour. Qui a retiré les 6 000 voix? Au profit de Gbagbo, au profit de Ouattara, jusqu'à preuve de contraire, on ne nous a pas dit donc la vérité. Je sais que M. Laurent Gbagbo avait parlé donc de ça, il avait dit clair qu'au 2e tour, il devait donc faire face à M. Henri Conan Bédier. Vous comprenez? Donc, M. Ouattara était surpris que son électorat se trouvait, on va se dire, au meilleur des cas, donc en 32%, et au pire des cas, 25%. Donc aujourd'hui, quand vous voyez M. Ouattara, s'il a 25%, puisqu'il est au pouvoir, avec tout ce que nous connaissons, machin, il peut donc les 38% pour moi sont conformes. M. Ouattara, avec la présence de Gbagbo, de Thiam, d'Assalé, de tous ces mondes-là, M. Ouattara ne peut pas remporter les élections au premier tour, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils savent ça. Ils n'ont pas envie de compétir. Donc, il faut écarter les trois susceptibles de soit battre ou bien de créer donc des difficultés donc à M. Ouattara. Vous comprenez? C'est pourquoi on a exclu des figures majeures. Ils ont éliminé des figures majeures comme Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Assalé, Vincent Tobi, voilà. Bref, tous ces candidats donc du Sud ont tous été donc éliminés. Vous comprenez? Et dans le sondage, puisque ce sondage, c'est les 2 personnes les mieux placées qui vont au 2e tour. Ceux qui n'ont pas eu, voilà, qui n'ont pas pu avoir 50%, mais qui sont plus ou moins proches des 50%, c'est les 2 personnes. Et quand vous arrivez donc à un deuxième, au 2e tour, M. Thiam avec M. Ouattara ne fait pas le poids. Thiam le débat, comme on le dit là, avec minimum 57%, M. Ouattara n'arrive avec 43%. Voilà. Et ce sont ces résultats qui font peur. Voilà pourquoi ils ne veulent pas du tout affronter Thiam. Voilà pourquoi ils ont inventé des stratagèmes pour que M. Thiam ne puisse pas compétir. Vous voyez, l'écart est tellement net que M. Ouattara ne peut pas du tout créer, comme on appelle ça, compétir avec Thiam. Sinon, c'était tellement simple. Vous comprenez? Le problème de Thiam était tellement simple à régler. Tellement simple. Et puis, ce n'est pas comme on donnait donc des coups de main à Thiam. C'est constitutionnellement. Constitutionnellement, ou bien en fonction des tests. La CEI fait une révision de la liste électorale chaque année. Ça, ce sont des tests, ce n'est pas une question d'expliquer. Chaque année. Et surtout en année électorale, la CEI doit donc faire une révision de la liste électorale. Donc, au pire des cas, dans le cas de Thiam, s'il y avait une révision, en fonction de ce qu'on accuse Thiam serait donc inscrit sur la liste électorale avec la révision. Et ça, ce sont nos tests qui le disent. Mais on a trouvé donc des stratagèmes. On a menti à la population, vous comprenez? Créer la confusion parce qu'on était déjà dans un schéma de l'écarter. Donc, on a tout fait pour que la révision ne puisse pas donc avoir lieu, pour que Thiam puisse s'inscrire sur la liste électorale. Donc, voilà. C'est-à-dire que la CEI a créé les conditions pour que Thiam ne puisse pas s'inscrire. En utilisant donc des artifices. Vous savez, si on fait là, ça va nous prendre des années, ça va nous prendre ceci, ça va nous prendre cela. Tout ça n'était que des mensonges. Vous comprenez? Des mensonges. On aurait pu déjà, on avait commencé déjà depuis l'année dernière à demander qu'il y ait donc une révision de la liste électorale. À un moment donné, la CEI avait dit oui, mais puisqu'ils étaient donc dans les calculs, ils ont tout fait pour que la révision ne se passe pas cette année. Donc, ils avaient trouvé des stratagèmes pour chaque candidat. Comment faire pour exclure chaque candidat? Laurent Gbagbo, on fait tout pour ne pas qu'il puisse avoir donc il ne peut pas bénéficier donc de l'amnistie, vous comprenez? On a pu faire une grâce alors que les autres ont été donc amnistiés, mais non, même pas Laurent Gbagbo parce qu'on voulait l'exclure. Blé Goudé, on a fait en sorte en même temps pour qu'il ne puisse même pas rester là où il est pour qu'il soit exclu. Soro Guillaume, on a préféré qu'il soit dans la situation dans laquelle pour qu'il soit exclu. Vous comprenez? Maintenant, Sadé Timoko vient inventer des histoires donc de parrainage. Quand entre Billon, Assadé Timoko et Antoine Lagoula, qui est mieux connu en Côte d'Ivoire pour avoir donc les parrainages?
qui est mieux connu. Donc tout ça, ça a été donc du faux, ladies and gentlemen, du faux uniquement pour exclure donc des candidats et pour permettre donc à d'autres candidats donc de pouvoir compétir. Pour donner un exemple, si vous voulez donner la légitimité, vous comprenez? Donc dans le sondage, M. Ouattara est battu par Titiam Tiam, est battu cette même par l'opposition. Vous comprenez? Au deuxième tour. Donc, il faut en sorte pour qu'il n'y ait pas de deuxième tour, pour qu'il y ait un Takokele. Tous ceux qu'ils ont mis dans la compétition, c'est des gens qui ne pourront même pas faire le poids. Au pire des cas, là, au meilleur des cas pour eux, c'est pour avoir 10%. Mais ils ne peuvent pas aller au-delà des 10%. Et Ouattara le sait. Vous comprenez? Donc, il faudrait que nous créions des conditions pour que les élections, là, on ne vienne pas nous parler de cours constitutionnels ici. Les cours constitutionnels sont d'abat, parce que les décisions de la Cour constitutionnelle n'ont jamais été respectées en Côte d'Ivoire, d'ailleurs. Parce que si on devait respecter la décision de la Cour constitutionnelle, M. Ouattara n'allait pas être candidat en Côte d'Ivoire. La Cour constitutionnelle avait déjà dit que M. Ouattara a une nationalité douteuse. Ça, c'est la Cour constitutionnelle. Mais est-ce que cela a été respecté? Mais non. La Cour constitutionnelle nous avait dit que Laurent Gbagbo avait gagné donc les élections donc en 2010. Vous le savez, non? Oui. Mais est-ce que cela a été respecté? Donc, on ne vient pas nous dire maintenant que les décisions de la Cour constitutionnelle sont irrévocables. Mais non, les décisions devaient être irrévocables hier. Vous comprenez? Irrévocables aujourd'hui et irrévocables demain. Mais si hier, ceux qui sont au pouvoir n'ont pas accepté donc les décisions de la Cour constitutionnelle, pourquoi vous voulez que les autres aussi acceptent les décisions de la Cour constitutionnelle aujourd'hui? Doesn't make any sense here. Donc, chers amis, voilà un peu les résultats un peu donc, du sondage dont j'avais voulu d'en parler. Hein. Il ne faudrait pas que les gens prennent cela comme agent comptant. C'est l'intention donc de vote qui a été commanditée par un candidat, vous comprenez? Voilà. Et quand vous n'êtes pas content, vous aussi, vous allez commanditer vous-même votre sondage. Et puis voilà. Et puis tout le monde est quitte. Alors, pour finir, cher ami, on peut donc analyser donc, le séjour donc, du représentant donc, spécial, donc, le secrétaire général des Nations Unies à Abidjan. En espace, en une année, ça fait la deuxième fois qu'il arrive à Abidjan. Et croyez-moi, c'est quelque chose qui est quand même pas tous les jours, on ne voit pas tous les jours cela. Est-ce qu'on peut dire que l'ONU est vraiment préoccupée donc, par la situation ivoirienne? Est-ce que l'ONU a écouté donc, les cris de cœur donc, de l'opposition et une bonne partie de la population ivoirienne? Gros point donc, d'interrogation. On sait que le représentant de l'ONU est arrivé, il a rendu donc visite à M. Alassane Dramane Ouattara. Ensuite, il a rencontré l'opposition. On a vu en rencontrant M. Ouattara, on peut le dire que c'est un signal diplomatique. L'ONU cherche donc un appel à son rôle, voilà, d'un accompagnateur donc, du processus donc, électoral, mais aussi s'assurer hein, que donc, le chef d'État s'engage pour donc, des élections pacifiques, ouvertes et inclusives. Et ensuite, donc, le message implicite qu'on peut donc avoir en rencontrant donc M. Ouattara, c'est donc que l'organisation internationale souhaite éviter donc un scénario où la crédibilité donc, du scrutin serait donc compromise par donc des exclusions donc massives et de la tension donc politique. Donc en rencontrant donc M. Ouattara, c'est donc le message que l'ONU fait passer. Donc l'ONU aussi a rencontré donc l'opposition. Pourquoi? On peut parler donc d'équilibrer donc la consultation, puisqu'ici il a rencontré Ouattara, qui ne rencontre pas donc l'opposition, on peut parler que ça a été déséquilibré. Vous comprenez que l'ONU est venu faire donc l'affaire donc M. Ouattara. Donc il rencontre l'opposition pour équilibrer ensuite en recevant donc les partis d'opposition. L'ONU montre qu'elle ne se limite pas donc à des discours officiels donc du pouvoir, mais peut entendre donc les griefs et les inquiétudes, notamment sur la transparence, la liberté des candidatures et les climats donc de confiance. Bref, c'est la confiance, donc instaurer la confiance, et cela traduit donc par une préoccupation face donc, au risque de, j'allais dire, de mobilisation, de boycott, de radicalisation, si l'opposition se sent injustement écartée donc, du processus électoral. Et en plus, l'ONU, le représentant allait loin. Il a aussi rencontré la CEI, nous avons vu. Voilà. Rencontrer donc la CEI, l'observation qu'on peut voir, c'est donc l'observation technique. Le message donc, est là, et donc une CEI donc, indépendante qui vise à évaluer, j'allais dire, la logistique électorale, liste parrainage, les délais donc, de transmission, les résultats, dans le cas donc, de M. Assalé, Tiboko Antoine, et puis
de M. Pascal Afingessan qui dit qu'on m'a donné donc des électeurs que moi je n'avais pas du tout sur ma liste électorale. Bref, on a manipulé donc le parrainage pour que je sois exclu. Comprenez? Là, on peut parler donc d'une pression donc internationale de l'ONU, faire comprendre à la CEI qu'elle doit respecter et rester donc impartiale et transparente, car toute défaillance alimenterait donc des contestations et pourrait donc ternir donc la stabilité donc du pays. Donc voilà, bref, le message qu'on peut donc avoir. Donc de façon générale, l'analyse d'ensemble, donc c'est donc la prévention donc des crises. L'ONU agit en amont pour éviter donc la réédition donc de la crise post-électorale ivoirienne que nous avons connue donc en 2010 et en 2020. Voilà. Donc c'est le rappel donc au droit. Vous voyez. Donc son explication met donc en évidence donc les substances qui pèsent déjà sur l'inclusivité et du processus donc électoral. Voilà. Donc le message de l'ONU est clair. La Côte d'Ivoire reste sous surveillance internationale. Le scrutin de 2025 n'est pas qu'un enjeu donc national, mais un enjeu aussi régional, car toute instabilité donc en Côte d'Ivoire affecterait donc la sous-région et de l'Afrique donc de l'Ouest. Donc bref, vous voyez que ce message n'est pas tellement son passage n'est pas tellement anodin. Donc, en résumé, donc, le séjour est à la fois donc, un avertissement diplomatique et un appel à la responsabilité donc, collective. Le pouvoir donc, de garantir donc, l'ouverture à l'opposition, de privilégier donc, le dialogue et à la CEI et donc d'assurer la crédibilité donc, technique donc, du processus électoral. Alors, la question, est-ce que l'ONU peut donc ordonner à l'État un État souverain comme la Côte d'Ivoire, donc de revoir son processus électoral? En droit international, cher ami, donc la souveraineté donc, des États reste un principe cardinal. Donc, chaque pays conserve la compétence exclusive de l'organisation donc, des élections. Donc, l'ONU ne peut pas venir dire au régime Ouattara, ah non, arrêtez ça. Non, ça m'étonnerait. L'ONU ne pourra pas faire, vous comprenez. Rarement l'ONU le fait, mais le plus souvent, l'ONU ne le fait pas. Cependant, comme je l'ai dit, il y a donc des nuances importantes qu'il faut certainement relever ici, et ça c'est clair. Il faut relever rapidement ces nuances avant qu'il y ait donc de la confusion. On parle des limites donc, juridiques donc, de cette intervention. L'ONU, constitutionnellement, le Conseil constitutionnel ivoirien rend donc des décisions qui sont sans appel, exécutoires au niveau donc national. L'ONU n'a aucun pouvoir direct d'annuler ou de modifier donc ces décisions. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est un principe sacro-saint. Les moyens donc d'action donc, de l'ONU sont même limités, mais surtout, il y a aussi la pression. Il y a donc la pression diplomatique. Le représentant spécial donc, peut exhorter donc, au dialogue et encourager donc, des ajustements ou attirer donc l'attention de la communauté, cher ami, internationale, sur donc les manquements. Résolution donc du Conseil donc de sécurité. Cette résolution peut être, on l'a vu donc dans le cadre de la crise ivoirienne, il y a une résolution du Conseil donc de sécurité pour dire tiens, la décision du Conseil constitutionnel n'est pas tellement claire. C'est la décision de la CEI. Dès là, Laurent Gbagbo doit partir. Laurent Gbagbo ne veut pas partir. On a mené des avions, boum, boum, pour bombarder donc, le régime donc, de Laurent Gbagbo pour qu'il puisse partir. Vous comprenez? Voilà. Donc voilà la situation dans l'ambiguïté où l'ONU nous a placés, puisque l'ONU a déjà dégagé un président après une décision donc, du Conseil constitutionnel. Vous comprenez, de Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel a été clair, a certifié M. Ouattara comme grand vainqueur des élections. Mais cela n'a pas empêché donc l'ONU d'envoyer donc des avions de guerre pour bombarder donc la résidence du chef de l'État et puis voilà mettre M. Ouattara comme président. Donc ce n'est pas la première fois. L'ONU donc peut publier donc des rapports critiques qui accroissent donc la pression donc internationale et conditionnent donc les conditions donc d'aide aussi et le partenariat aussi appuie. L'ONU peut faire passer donc l'État de Côte d'Ivoire d'un État voyou, vous comprenez. Aussi donc on peut parler de l'impact politique. Même si l'ONU ne peut pas donc imposer légalement donc, la révision donc, du processus, ces déclarations ont un poids symbolique et diplomatique majeur. Elles peuvent isoler le régime, donner donc la légitimité donc, aux revendications donc, de l'opposition et peser donc, sur l'opinion publique internationale. C'est clair. Souvent,
C'est donc cette pression indirecte, voilà, qui pousse un gouvernement à négocier, ouvrir donc les espaces donc de dialogue ou chercher donc une résolution donc de compromis. Ce qu'on m'a dit, c'est que le régime de Ouattara aujourd'hui, ils se disent qu'ils s'en foutent, ils préfèrent que la Côte d'Ivoire soit dans cette situation, comprenez, dans cette situation où les gens sont obligés donc de négocier, de faire des compromis, que donc d'organiser des élections libres et transparentes où ils seront battus. Donc, bref, voilà la situation dans laquelle nous sommes, la situation dans laquelle le régime de Ouattara donc nous plonge. Voilà, mesdames, messieurs, en résumé, chers amis, l'ONU ne peut pas donc ordonner donc une révision, mais elle peut donc influencer donc fortement donc le processus par la diplomatie, la pression morale et donc dans les examens et dans, j'allais dire, dans des situations donc extrêmes, par donc des décisions donc du Conseil donc de sécurité sur la stabilité donc du pays, quand la stabilité donc du pays est en jeu. On a vu ce qui s'est passé donc en 2010 où la stabilité du pays était en jeu, la stabilité de la sous-région était en jeu. On a donc amené donc des avions pour faire partie donc Laurent Gbagbo. Alors bref, voilà, cher ami, un peu le point que je voulais donc faire. Et puis, nous allons essayer donc de revenir donc peut-être demain ou après-demain pour continuer donc, notre émission sur d'autres segments. Vous pouvez donc nous proposer donc des segments. Vous pouvez forcément nous poser aussi des questions, ladies and gentlemen. Je ne suis pas un spécialiste à répondre à beaucoup de questions, mais si les questions sont posées d'avance, je peux donc aller faire donc des recherches et puis voilà, vous les apporter. Je ne suis pas un omniscient, loin de là, pas du tout. Je suis quelqu'un qui a une expérience. Ça fait près donc de 22 ans que je couvre donc des émissions, que j'anime des émissions pratiquement dans les pays africains. Nous avons créé des débats, nous avons assisté à l'avènement de beaucoup de politiciens, à la mort aussi de certains aussi politiciens et tout ça. Nous avons une idée un peu beaucoup plus volumineuse de la situation sociopolitique dans les pays africains, compte tenu donc de nos années donc d'expérience, à peu près donc 22 ans. Cela nous donne la crédibilité de vous prodiguer donc des conseils et de prendre position par rapport à certains sujets, surtout politiques. Voilà. Donc, chers amis, c'est ce que je peux certainement vous dire. En conclusion, le pouvoir rend fou et le fou ne rend jamais le pouvoir. Est-ce que nous sommes dans le cas de la Côte d'Ivoire en ce moment? I don't know. I don't know. Mais, alors, bon, une question m'a été posée que je vais répondre rapidement en disant quelle a été donc la nature donc de nos échanges avec M. Thiam. Alors, peut-être qu'une autre fois, je reviendrai, mais vous savez, on ne peut pas être reçu par un président comme Thiam et puis venir vous expliquer la nature de nos échanges, de quoi nous avons parlé. Mais non. Mais de façon générale, comme je l'ai exprimé tantôt, j'ai été très émerveillé. C'est l'une des rares fois que je suis reçu par quelqu'un et puis j'en sors comme un enfant à qui on vient donc de remettre un petit cadeau. Il a toujours été mon idole depuis que j'étais très jeune et jusqu'à maintenant, politiquement, j'admire ce monsieur, vous comprenez? Et devant lui, j'étais un tout petit, comme un petit gamin. Voilà, quelqu'un à qui on venait remettre son bonbon. Ce qui veut dire même le plus souvent même, ce dans quoi on devait réellement articuler, on n'a pas pu tellement articuler parce que les débats se tournaient beaucoup plus autour donc, de l'admiration que j'avais et puis surtout les frustrations. Voilà, je ne vais pas rentrer dans des détails, bref, mais on pourra vous faire un résumé. Un résumé de la situation qui se passe et puis voilà sur quoi nos échanges ont pratiquement voilà. Oui, voilà, merci. Merci beaucoup donc les gars et puis rendez-vous pour une autre émission une autre fois. Je profite de cette occasion pour dire donc un bonjour et un bonsoir à la mère, c'est ça, de Marie-Louise, une dame charmante que j'ai rencontrée cette semaine. C'est avec admiration et plaisir que j'ai fait un grand atout à maman qui me suit, dit-on, pratiquement tous les jours. Et ça fait plaisir, croyez-moi. Donc, nous allons dédier le plus souvent nos émissions à maman, voilà, à cette mère Marie-Louise, la maman de Marie-Louise. Et puis, bon, voilà. Rendez-vous pour notre émission une autre fois. Et au revoir, maman. Et surtout, portez-vous bien. Merci. Et I will see you guys probably tomorrow. And I was supposed to be in New York. And I might go to New York today or tomorrow, or maybe the day after. And I'm going to try to have a show when I will be in New York.
but I don't know if it will be possible. And I will see if I can have another show, let's say tomorrow, and I will get back to you. We're gonna be talking about a lot of topics, like what's going on in the Ivory Coast, and try to give you guys my opinion about the ongoing situation, and sometimes even find a solution regarding the situation in this country. Ladies and gentlemen, I guess we'll see you another day, probably tomorrow or maybe the day after. But I'm going to try to do my best to be here to give you as much information as I can. Voilà. Merci beaucoup. Et surtout pour nos charmantes dames, Madame Eleanor Kofi. Bonsoir, Madame Kofi. Ma chérie Coco Eugénie Boudon, voilà, ma chérie Coco Eugénie Boudon, voilà. Alors, vous voyez que je salue seulement les dames, hein, voilà. Madame Rebecca aussi, je vous dis aussi bonsoir. Les hommes, débrouillez-vous, voilà. Merci beaucoup. Et see you, shalom, comme le dirait donc Madame Eugénie. Bye. Au revoir.